7h10, c'est Dimitri Pavlenko. Vous recevez ce matin le spécialiste des mines, Pierre Jérémy. Bonjour Pierre Jérémy. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes directeur d'investissement pour le fonds AI24 qui est spécialisé dans l'hydrogène. Vous êtes aussi ingénieur en chef des mines. Alors je précise, c'est l'un des 3 grades du corps des mines. Les mines, c'est ce dont on parle ce matin ensemble sur Europe 1, dans un monde où les grandes puissances se livrent à une course effrénée aux ressources naturelles, dans une Europe qui est marquée aussi par le retour de la guerre, qui veut se réindustrialiser, qui se souvient des pénuries aussi du Covid et qui a toutes les raisons de craindre les chantages aux matières premières. Est-ce qu'il faut rouvrir des mines, notamment en France? La question, depuis 5 ans, s'intensifie clairement, Pierre Jérémy, et en particulier depuis 48 heures que l'Amérique trumpienne a mis la main sur les minerais d'Ukraine. Alors cet accord Kiev-Washington, peut-être pour commencer Pierre Jérémy, c'est un mauvais tour joué aux Européens, vous pensez ? Eh bien, pour qu'on joue un mauvais tour, il faut avoir joué et il faut avoir été dupé. Et là, l'exécutif américain a fait exactement ce qu'il avait annoncé. Plus qu'un accord sur les matières premières, je dirais que c'est un accord sur la reconstruction de l'Ukraine, puisqu'on crée un fonds d'investissement et chacun met ses ressources. Les Ukrainiens mettent dans ce fonds les ressources de leur sous-sol et les Américains mettent leurs aides financières ou leur aide militaire future. Et tous ces fonds serviront à la reconstruction du pays, avec en face aussi une facilitation par l'abolition des droits de douane. Oui. Côté européen, il faut qu'on fasse notre introspection. Qu'est-ce qu'on a proposé aux Ukrainiens ? Le 16 avril, pour la 10e fois, on a parlé du processus d'adhésion de l'Ukraine en format UE-Ukraine. Et c'est assez symbolique, et tristement symbolique, que le communiqué de presse commence par la question de l'alignement de l'Ukraine sur les normes européennes. Oui. Donc là, nous avons plus qu'assez de temps, en fait, pour proposer aux Ukrainiens un partenariat d'investissement sur les ressources qui nous intéressent, et qui n'intéressent pas tant que ça les Américains, les ressources agricoles, les ressources en termes d'énergie bas carbone, nucléaire, renouvelable, qu'on aurait pu faire venir en Europe comme hydrogène. Oui. Donc, toutes ces ressources n'intéressent pas les Américains, on aurait pu proposer quelque chose et on ne l'a pas fait. Alors la question n'est pas tant de savoir si ces ressources minières ukrainiennes, l'Europe aurait pu les capter d'une certaine manière à travers un accord plus à son avantage. Non, la vraie question est qu'aujourd'hui l'Europe est un nain de la production minière mondiale. C'est à peine 3% de la production minière mondiale. Je donne ce chiffre, je le trouve éloquent, c'était 40% au début du XXe siècle. Alors en d'autres temps, bien sûr, c'était l'âge d'or du charbon notamment. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ait lieu cet effondrement minier européen, Pierre Jérémy ? Bien, déjà, je pense que c'est important de rappeler que ce n'est pas nécessairement une question de normes. L'Union européenne a évidemment des attentes environnementales fortes pour son secteur minier, mais c'est le cas d'autres grands pays miniers, le Canada ou l'Australie. Et en fait, si les mines sont maintenant ailleurs qu'en Europe, c'est déjà parce que c'est souvent plus compétitif de produire ailleurs, puisque les gisements sont plus gros, plus faciles à exploiter, et que c'est donc beaucoup plus efficace d'aller chercher les matériaux dans ces pays-là. Oui, mais ça va dans un monde fluide, un monde où les échanges commerciaux ne posent pas de problème. Dans un monde qui a tendance à se refermer, où les enjeux de puissance et de géopolitique prennent le pas sur le commerce, ces questions-là changent, si je puis dire, Pierre Jérémy. Absolument, et c'est pour ça que c'est très important pour l'Europe de réfléchir à sa souveraineté industrielle, à sa souveraineté économique. Ça a été le cœur du rapport que j'ai récemment publié chez Terra Nova, et ça implique à la fois de nous donner les moyens de produire chez nous ce dont nous avons besoin, mais également de nous construire un réseau de partenaires fiables qui peuvent nous apporter les ressources dont nous avons besoin. Et c'est, je pense, l'enjeu clé maintenant pour l'Europe, c'est d'accepter que la souveraineté économique, la souveraineté industrielle, ça n'est pas juste des slogans et des mots dont on se part, mais c'est surtout des projets très concrets d'infrastructures, de développement industriel partout sur le territoire européen. Mais on voit que c'est très compliqué d'ouvrir une mine en Europe. Je vous prends un exemple en France, pas très loin. Il y a ce colossal chantier de mine de lithium dans l'Allier, qui est la cible, par exemple, de militants écologistes qui refusent catégoriquement l'ouverture de cette mine parce que c'est polluant, les mines, parce que ça va détruire l'environnement, disent-ils. Et puis il n'y a pas que les voisins, les riverains aussi. Généralement, une mine, on est d'accord, si elle n'est pas derrière chez soi aussi, Pierre Jérémy. Oui, vous savez, quand j'étais dans le secteur public, je recevais régulièrement des porteurs de projets miniers qui voulaient développer des activités en France. Et à l'époque, je me souviens très bien avoir reçu un développeur sud-africain qui m'avait dit, vous savez, j'ai développé des mines dans beaucoup de pays difficiles, en Papouasie, en Centrafrique, mais je n'ai jamais vu de pays où le dialogue était aussi compliqué avec les riverains qu'en France. Alors, c'était une boutade, mais je pense que ça traduit quelque chose qui est que ce qui bloque les projets en France, c'est d'abord l'esprit de petit village, comme disait Marc Bloch, c'est-à-dire la préférence pour nos petits intérêts locaux à courte vue sur les besoins de l'intérêt général. Et encore une fois, ça montre bien que la souveraineté industrielle, ce ne sont pas que des mots et des slogans, c'est des projets industriels très concrets sur le territoire qu'il faut accepter.
Alors justement, parlons un peu de notre sous-sol minier. Vous l'avez étudié pendant vos études, Pierre Jérémy. J'ai lu cette phrase d'un rapport sénatorial qui date de 2016. Alors 2016, c'est pas hier, mais c'est pas non plus très très loin. Le rapport pointait, je vous le cite, le sous-sol français est méconnu. On ne connaîtrait pas notre horizon géologique en dessous de 100 mètres, Pierre Jérémy. Alors ça date de 2016, c'est toujours d'actualité. On ne sait pas ce qu'on a sous les pieds. Alors, on ne sait pas ce qu'on a sous les pieds, tout simplement parce que on connaît surtout les gisements, soit parce qu'ils affleurent à la surface, et donc un géologue qui se promène peut les trouver, soit parce qu'à un moment ou à un autre, on a foré un endroit pour trouver de l'eau ou du pétrole, et que par hasard, on est tombé sur une matière exploitable au plan minier. Donc, on a essentiellement trouvé les gisements qu'on connaît, soit parce qu'ils sont à la surface du sol, soit par chance. Mais on n'a jamais fait de campagne systématique de recherche. C'était effectivement vrai en 2016 au moment de ce rapport du Sénat. Depuis, on a lancé, dans le cadre de France 2030, une campagne d'approfondissement de l'exploration du sous-sol minier en 2023. Et donc c'est un travail qui est en cours par le BRGM, qui est l'entité publique qui s'occupe de la connaissance du sous-sol français. Alors travail en cours donc, mais est-ce que ça préfigure, vous pensez, une simplification de l'ouverture des mines? Est-ce qu'on va en rouvrir, vous pensez, en France dans les années, les décennies à venir, compte tenu des nouveaux enjeux de souveraineté qui s'exposent au grand jour désormais? Il y a eu un gros travail de simplification du cadre pour les mines dans le cadre de la réforme du code minier. Donc on a réécrit la totalité du droit administratif qui encadre la manière de faire et on est maintenant aligné avec les meilleures pratiques de nos partenaires européens. On a un cadre qui est compréhensible pour des porteurs de projets internationaux. Oui, c'est-à-dire que l'état de droit ne vient pas contrarier forcément aujourd'hui des projets qui seraient pertinents sur le plan industriel. Non, c'est vraiment un sujet d'acceptation locale, de construire aussi une conviction de la population et de l'opinion sur le fait que ça peut être des projets intéressants qui amènent de la valeur au territoire, qui créent de l'emploi. Et à cet égard, je pense que le contraste avec d'autres pays européens qui ont peu ou prou les mêmes normes que nous est saisissant. Alors moi je pense par exemple à la Suède, qui est un pays dans lequel je travaille actuellement et qui a gardé une intense activité minière, notamment dans le nord. Et dans ce pays, l'activité minière est acceptée comme un atout stratégique pour le territoire qui sert son développement économique. Et c'est là que nous développons, côté I24, le premier nouveau site sidérurgique en Europe depuis les années 70 pour faire de l'acier vert, donc qui est un projet majeur pour faire de la souveraineté et qui va tirer parti de la ressource minière locale. Donc en fait, on peut réduire nos dépendances si on s'en donne les moyens et si on accepte que derrière, il faut construire et se développer. Et c'est quoi les objectifs européens très concrètement? Parce que sortir de la dépendance va être compliqué. On voit que sur certains minerais métaux critiques, on a une dépendance à l'étranger de l'ordre de 80-99% pour certains métaux que l'on pourrait d'ailleurs produire en France. Oui, alors au niveau européen, il y a un travail de diagnostic qui a été engagé dans ce qu'on appelle le Critical Raw Materials Act, donc la loi européenne sur les matières premières critiques, qui vise d'abord à faire un travail de diagnostic et d'identifier où sont nos vulnérabilités, puisque c'est quelque part ça la définition de la souveraineté que je pose dans mon rapport, c'est de ne pas être aux mains d'un partenaire qui a un goulot d'étranglement sur vous, sur votre approvisionnement pour une matière. Et ce goulot d'étranglement, il peut être au niveau de la mine, mais il peut être aussi sur les capacités de transformation du produit minier ou de raffinage plus en aval. Et à cet égard, c'est ce travail que l'Union est en train de faire, ce qui a donné lieu à de premières annonces de Stéphane Séjourné il y a maintenant quelques semaines. Et c'est un travail qui va continuer à être consolidé, mais qui passe non seulement par le fait de produire chez nous et de relocaliser certaines capacités pour tirer parti des ressources que nous avons, mais aussi sur le fait de diversifier nos partenaires et d'avoir des relations fiables et durables avec d'autres partenaires commerciaux qui ont ces ressources et qui eux-mêmes ont besoin de nous pour certains produits. Merci Pierre Jérémy, directeur d'investissement donc chez I24 et votre rapport pour Terra Nova intitulé « La souveraineté économique européenne, les chemins pour y parvenir » donc à retrouver sur Internet. Merci d'être venu ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Bonne journée.